Bienvenue dans le podcast 1000 écoutes. Je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast qui, lui, va devoir parvenir à ce chiffre. Et je vous partage toutes les coulisses dans ce podcast. Il nous reste 23 semaines pour parvenir aux 1000 écoutes par épisode en moyenne. D'abord, c'est le premier épisode de l'année. Donc je te souhaite évidemment une bonne année. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont à leur premier épisode, je me présente dans tous les épisodes très rapidement. Je suis Lucien Roy, je suis family officer. Mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune en moyenne. Et donc je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel dans lequel on va tranquillement discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé chaque semaine et faire le point. Donc d'abord, on va reprendre la structure très rapidement du podcast pour te redonner le plan et que tu sois bien au courant de tout. La première partie du podcast, ce sont les recadrages. Donc c'est des petites leçons que j'ai dans la semaine et que j'ai envie de retenir. Deuxième, c'est les astuces de productivité. Troisième, les lectures de la semaine pour prendre un peu de recul. La revue de la semaine écoulée ensuite. Donc là, c'est je reviens sur tout ce que j'ai fait cette semaine, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, les petites choses que j'ai apprises qui peuvent être intéressantes pour faire croître un podcast ou pour devenir meilleur en gestion de patrimoine. Et puis ensuite la to-do de la semaine prochaine pour évidemment toujours progresser le plus rapidement possible vers ce défi des 1000 écoutes. Donc, on commence par le recadrage. Recadrage, c'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Mon premier recadrage, c'est marrant parce que je l'ai noté il y a 2 semaines, juste après avoir enregistré le tout premier épisode. Et ce recadrage, c'est de me donner de la reconnaissance pour le banal et la routine. Dans le dernier épisode, je ne t'ai même pas dit, parce qu'en fait, j'y ai même pas pensé, que j'allais sortir un épisode avant la semaine de Noël sur le Family Office. Un épisode très intéressant sur lequel j'ai appris beaucoup de choses donc c'est un podcast sur la donation-partage transgénérationnelle pour les amateurs. Et donc tout simplement, tout ce qui est banal, je finis par le prendre très rapidement pour acquis et je ne pense même plus que c'est quand même quelque chose de cool de le faire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un peu plus avoir conscience et me donner de la reconnaissance sur les choses banales qui sont de l'ordre de la routine, mais qu'il faut quand même faire. Et on sait à quel point il est plus la valeur d'un projet dans son exécution de long terme, et donc le fait de faire ces actions est très important. Et d'ailleurs, tu vas le voir, toute la philosophie de fixation d'objectifs que j'ai sur ce podcast 1000 écoutes, en dehors de l'objectif chiffré des 1000 écoutes, ce sont des petites actions quotidiennes qu'il va falloir répéter encore et encore. Je t'en dirai un petit peu plus dans la suite du podcast. Deuxième recadrage, c'est un recadrage que j'ai déjà eu. Alors là, c'est les recadrages que j'ai déjà eu par le passé. J'essaye de vraiment les noter parce que faire une erreur une fois, ça va. 2 fois, bon, on se dit que ça commence à bien faire. Et puis quand on arrive à la 3e, on se dit que franchement, on devrait être un petit peu plus intelligent et un peu plus apprendre de nos erreurs. Là, j'en suis qu'à la 2e, donc je suis encore à ça va. Mais je pense qu'il va falloir bien m'ancrer ça dans la tête pour pas que ça arrive une 3e fois. Ce défaut que j'ai, mais je pense ne pas être le seul, mais après tout, le but pour moi de ce podcast, c'est de progresser moi et pas d'analyser les autres, c'est de ne pas prendre suffisamment le temps de poser le constat avant de passer à l'analyse. Finalement, ça revient à définir un problème avant de le résoudre, et ça, c'est quelque chose de fondamental que en science, on comprend très bien. C'est-à-dire que tant qu'on connaît pas la question qui nous est posée, c'est quand même très difficile d'y répondre, et parfois, avec l'expertise, avec l'envie de bien faire, on s'empresse un petit peu et on ne prend pas le temps de bien poser le constat avant de passer à l'analyse. Ça m'est arrivé la semaine dernière dans un dossier, alors rien de grave parce qu'on s'en est rendu compte très rapidement,
C'est ça le but et ce qui est positif dans le fait d'avoir des process et de travailler avec plusieurs personnes, c'est que les erreurs des uns sont très vite repérées et corrigées. Donc merci à mes collègues pour ça. Et donc bien poser le constat, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de bien plus me discipliner. Et vous allez voir, tu vas voir que certaines de mes lectures vont me pousser dans cette direction, et notamment un petit process que j'ai créé qui va m'aider à prendre de meilleures décisions. Je t'en parlerai au moment des lectures de la semaine parce que j'ai un livre très intéressant à te partager. Voilà pour la section recadrage, qui n'est pas extrêmement longue. En même temps, c'est vrai que j'ai oublié de te préciser, ça fait certes 2 semaines que je n'ai pas tourné d'épisode, mais c'était 2 semaines principalement de vacances en famille pour fêter Noël, le Nouvel An, et pendant lesquelles j'ai beaucoup plus profité de mes proches que de travailler. Donc maintenant, l'astuce de productivité. Section astuces de productivité, donc j'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 années sur leur productivité au travail. Maintenant, je suis passé à autre chose, mais je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. J'ai fait quelques tests cette semaine, quelques tests au niveau de la productivité qui m'ont beaucoup intéressé. Je ne m'attendais pas du tout à les faire, c'est un peu par hasard que je suis tombé dessus et que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les mettre à l'épreuve. Le premier test, c'est un test sur le mode d'écriture. Alors ça, je sais que ça crée toujours des débats dans les entreprises et ailleurs. Est-ce qu'il vaut mieux écrire manuscritement ou est-ce qu'il vaut mieux écrire à l'ordinateur de façon donc dactylographiée ? J'ai eu la semaine dernière l'intuition que l'écriture manuscrite serait pour moi un petit peu meilleure pour générer des idées et que par contre le dactylographie était supérieur pour l'exécution des idées. Je m'explique. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que en partant en vacances, j'ai oublié un carnet dans lequel j'avais noté notamment une partie de mon brainstorming par rapport aux idées sur le podcast. Je t'en reparlerai donc tout à l'heure parce que ça faisait partie de ma to-do de la semaine. Donc évidemment, on va en parler plus en détail, mais toujours est-il que j'avais oublié cette feuille et qu'il fallait quand même que j'avance un petit peu parce que j'avais un petit peu de temps quand même pendant ces semaines. Et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'ai oublié la feuille, je vais me remettre à générer des idées, c'est pas un drame d'avoir perdu 1 heure de brainstorming, c'est pas grave, je reprends. Donc j'ai repris le brainstorming que j'avais initialement fait sur une feuille, donc sur du papier, manuscritement, et je l'ai repris à l'ordinateur en me disant qu'on ne m'y reprendrait plus. Je n'allais plus réfléchir sur le papier, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant le papier, parce que dès que tu n'es pas avec ton carnet ou ta feuille, eh ben, tu l'as dans l'os, tu es obligé de recommencer depuis le départ, un petit peu comme j'avais fait, alors que le côté numérisé est quand même vraiment très pratique. Et en rentrant de vacances, j'ai retrouvé donc la feuille sur laquelle j'avais fait le premier brainstorming. Je l'ai comparé avec le deuxième que j'avais fait, donc le deuxième qui en plus avait été fait après ce premier brainstorming, donc on pourrait se dire que j'aurais eu facilement ces idées qui m'étaient déjà venues en tête, elles me seraient facilement revenues en tête, et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Le brainstorming que j'ai fait uniquement sur l'ordinateur, il était assez pauvre finalement, il y avait très peu de nouvelles idées par rapport à celles que j'avais déjà notées, et par contre dans mon brainstorming manuscrit, il y avait beaucoup plus de choses, des idées qui sortaient beaucoup plus du lot, et donc je me suis dit que peut-être que j'allais continuer à faire des tests pour toujours brainstormer en écriture manuscrite, et puis exécuter de manière dactylographiée, parce que vous allez le voir, moi j'adore les process. Les process, ça se fait beaucoup mieux à l'ordinateur parce que tout simplement, on peut rajouter des étapes, on peut les supprimer, on peut les bouger, on peut faire des liens. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire à l'ordinateur qu'on ne peut pas faire manuscritement, mais n'enterrons pas trop vite nos stylos. Là, c'est ce que je retiens de cette semaine. Alors c'est pas une recherche scientifique, hein, donc je vais pas non plus trop m'accrocher à ça si je vois que ça m'apporte pas de résultats. Mais pour l'instant, j'ai plutôt été très satisfait de réfléchir à l'écrit. Puis je trouve que c'est assez agréable aussi d'avoir cette sensation de papier. Peut-être que c'est moi qui suis déjà en train de devenir un vieux con. Pour la suite, j'ai fait un autre test sur la productivité. Alors on dit toujours qu'il vaut mieux éviter de faire plusieurs tests en même temps au risque de mal tester tout, mais bon là c'était pas le cas, ça n'overlappait pas du tout.
le test, ça a été sur ma consommation de contenu. Je consomme beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, ça m'inspire énormément. D'ailleurs, le fait que je crée ce podcast n'est pas étranger au fait que j'écoute de temps en temps le podcast de Théo Lion. Théo Lion qui a donc une agence d'acquisition sur Facebook, je crois, et qui a un podcast un petit peu similaire à celui-là, dans lequel il parle un petit peu de sa semaine, de ses objectifs, et j'ai trouvé que c'était un super levier de motivation. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, donc merci Théo. Toujours est-il que j'écoute beaucoup de contenu et c'est un petit peu un problème au bout d'un moment parce que j'en écoute trop et j'en retire pas grand-chose et je perds surtout beaucoup de temps parce que écouter du contenu c'est bien, mais il faut garder du temps pour agir et ne pas perdre ses meilleures heures de la journée à écouter des vidéos sur YouTube parce que c'est quand même un petit peu dommage. Et donc j'ai testé 2 choses. Premièrement, écouter uniquement du contenu en vitesse x1, parce que j'ai toujours l'habitude d'écouter en vitesse x2, parce que comme je comprends toujours, je me dis que c'est plus efficace comme ça. Et puis également, limiter la consommation de contenu dans des plages horaires particulières, ce qui a assez bien fonctionné. Et je t'en parlerai dans la conclusion de la revue de la semaine. Je te dirai un petit peu comment ça s'est passé, comment s'est passé ce test, ce qui m'a apporté, parce que c'était un test vraiment très intéressant. Maintenant, on passe aux lectures, section lecture de la semaine. C'est donc 2 ou 3 ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Première lecture de la semaine, première ressource, d'ailleurs il y en a 4 et pas 2 ou 3, mais ça fait 2 semaines, donc c'est un petit peu logique qu'il y ait plus de choses qui soient sorties, surtout dans des semaines de vacances où j'ai eu le temps de lire énormément. La première chose, c'est que je me suis dit pourquoi pas inclure des inspirations un peu plus insolites dans les 1000 écoutes, des inspirations qui sortent un peu plus des sentiers battus. Je pense notamment à un YouTuber que j'avais pas trop regardé avant parce que ses vidéos c'est plus des monster trucks, des tracteurs, des tanks et des Lamborghini, donc c'est pas forcément ce qui me parle le plus, mais en regardant une de ces vidéos qui avait été commentée par d'autres youtubeurs, j'ai trouvé quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, de très terrien aussi, que j'ai trouvé ça très agréable en fait d'être avec quelqu'un sans langue de bois qui parle de business avec beaucoup de bon sens, j'ai trouvé. Et cette personne, sa chaîne YouTube s'appelle Boiserie. Boiserie, c'est un mec qui s'appelle Lucien aussi, donc c'est un super signe que c'est une personne de qualité, évidemment, je le dis en toute objectivité. Fait des vidéos maintenant sur le business, il a acheté des entrepôts, etc. Enfin, il raconte un peu tout ça, un peu sa philosophie de gérant d'entreprise. Et je trouve qu'il est très intéressant dans ce qu'il partage et très transparent également. Ça change des vendeurs de formation qui forcément gonflent un petit peu tout, alors que lui n'a pas d'intérêt spécifique à le faire. Donc voilà, très rafraîchissant, Boiserie. Vous pouvez aller voir, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, à ces voitures, à ces blagues un peu grivoises, mais qui font sourire. Il faut aller un peu plus loin et regarder ces vidéos sur le business qui sont très bien. Ensuite, interview de Robert Greene par Tom Bilieu. J'ai trouvé ça, il y a un passage qui m'a vraiment très intéressé. C'est un passage dans lequel il dit qu'on vit dans une époque qui est pas si mal que ça. Et ça, c'est vrai que c'est un message qui dénote un petit peu dans nos temps actuels qui sont assez pessimistes, avec des élections, des multiples élections en 2024, notamment aux États-Unis, qui s'annoncent assez difficiles pour tous les amoureux de la démocratie. Et avec beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de gens qui n'aiment pas les boomers, beaucoup de gens qui reprochent beaucoup de choses au passé, qui, pour des questions écologiques, pour des questions d'égalité, pour des questions de droits des minorités, ont envie de réécrire le passé, ont envie de se plaindre en fait dans le présent, que finalement tous les boomers l'ont eu bien meilleur que nous. Et Robert Greene, donc, qui est un auteur qui est quand même relativement âgé, nous rappelle que à son époque, les jeunes pouvaient notamment être draftés par l'armée pour être envoyés dans différentes guerres, notamment pour lui la guerre du Vietnam, mais quand on pense à nos grands-parents, on pensera bien sûr ou à nos parents en fonction de notre génération, excuse-moi si tu as quelques années de plus que moi.
On pense à la guerre d'Algérie évidemment, on pense à des situations aussi, alors ça c'est peut-être ça concerne moins les citadins, mais dans la campagne, il y avait plus souvent des coupures d'électricité, on n'avait pas tout le temps de l'eau, etc. Donc on a quand même aujourd'hui une situation matérielle qui s'est largement améliorée et Robert Greene nous le rappelle, et j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant de ne pas se plaindre et plutôt d'essayer d'avancer. Et ça, j'ai trouvé que c'était un message positif que j'avais envie de te partager et moi-même de retenir quand quand on commence à recevoir des messages qui sont un petit peu négatifs autour de notre époque. Le Nouvel An, ah oui, j'ai vu une vidéo sur le Nouvel An, sur les Champs-Élysées, donc c'est une vidéo assez intéressante qui a beaucoup circulé sur LinkedIn, donc j'imagine que tu l'as certainement vue aussi, où on voit une marée humaine, plutôt une marée de téléphones en réalité, c'est-à-dire que en fait chaque personne lève son téléphone pour filmer le compte à rebours, et quand on arrive à 0 seconde, donc l'heure, le moment, la seconde où tous les Français sont censés s'embrasser, trinquer, être ensemble, être un peu festifs, on a juste des gens qui lèvent leur téléphone pour filmer et partager avec leurs multiples followers le feu d'artifice. Et ça, j'ai trouvé que ça faisait quand même un peu réfléchir sur notre condition, parce que c'était quand même assez triste et affligeant. J'espère que tu pourras trouver cette vidéo. Enfin, imagine-toi quelqu'un qui passe le Nouvel An dans le froid à se peler le cul sur les Champs-Élysées et qui en plus ne partage pas du tout ce moment de joie, de bonne humeur qu'est le passage à la nouvelle année, puisqu'il est les yeux rivés sur son écran de téléphone à travers lequel il voit et il regarde surtout son compteur de followers, de personnes qui regardent en direct, et un petit peu aussi du coin de l'œil, toujours sur son écran de téléphone plutôt que devant ses yeux, le feu d'artifice qui avait lieu au niveau de l'Arc de Triomphe. Donc c'est un rappel, je pense, pour nous tous, d'être peut-être un petit peu moins connectés, un petit peu moins dépendants de nos téléphones, parce que ça devient quand même un petit peu ridicule et déshumanisant. Et je pense que, notamment parce que je suis en train de lire pas mal de philosophie, notre humanité a quelque chose de très précieux qu'il faut réussir à conserver. Et d'ailleurs, la prochaine lecture de la semaine, c'est une lecture philosophique. Et c'est une lecture, je sais pas si je t'en ai parlé la semaine d'avant. Si je t'en ai parlé, tu m'excuseras du doublon, mais ça vaut le coup d'en parler 2 fois. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais quand même t'en parler. C'est un livre qui s'appelle Penser, une irrésistible introduction à la philosophie de Simon Blackburn. Vraiment un excellent livre de vulgarisation philosophique, un livre organisé par thématique sur lequel il aborde grosso modo toutes les questions qu'on s'est déjà un jour posées sur la philosophie, avec différentes sources et différents auteurs. Une bonne façon, je trouve, de se mettre le pied à l'étrier, parce que c'est toujours compliqué. Moi, j'ai toujours eu du mal à me lancer dans la lecture de bouquins de philosophie, parce qu'il y en a un sur 2 qui est ultra compliqué, que tu peux pas comprendre. Il y en a l'autre moitié, il y en a encore une moitié où si t'as pas tout le contexte historique, que tu connais pas la vie de l'auteur par cœur, c'est impossible à comprendre. Et puis il y a la dernière moitié où tu sais même pas finalement est-ce que t'as envie de suivre l'auteur ou pas. Donc c'est très très compliqué souvent de lire de la philosophie, et là j'ai trouvé que c'est une bonne introduction, et que après ça a simplifié les choses, parce que j'ai continué à lire d'autres bouquins pendant ces vacances, et que cette petite introduction m'a permis de poser les bases sur pas mal de choses. Donc livre absolument à lire pour tous ceux qui ont envie de se mettre à la philosophie. Penser, une irrésistible introduction à la philosophie de Simon Blackburn. Ensuite, dernière ressource de la semaine, dernière lecture de la semaine, cette semaine c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal, c'est le bouquin sur les décisions dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Decisive, How to Make Better Decisions in Life and Work, par Chip et Dan Heath, Heath, excuse pour ma prononciation, qui laisse certainement un peu à désirer sur ce nom de famille. Très bon livre sur les décisions, j'en ai lu pas mal des bouquins sur les décisions, notamment à l'époque où j'étais coach en productivité. Il y a toujours un gros problème dans ces livres, c'est que soit c'est quelque chose de vachement managérial au niveau de l'organisation, et donc en tant qu'individu ça t'aide très moyennement à décider, parce que c'est plutôt des process de décision à plusieurs, soit c'est des telles usines à gaz que en fait tu vas jamais le faire, et t'as plutôt intérêt si tu veux rester sain d'esprit,
soit c'est des trucs qui n'ont aucun intérêt, où on te dit tu fais la liste des plus et des moins, puis tu décides après. Bon. Là, je trouve qu'on a un peu le meilleur de tous les mondes, avec un livre qui est très inspiré de science et des travaux notamment de Daniel Kahneman, auteur de Système 1, Système 2, un de mes bouquins préférés, donc ça aussi je peux te conseiller de le lire, ça fait décidément beaucoup de choses à ajouter à ta liste de lecture, tu m'en excuseras. Mais en tout cas, le livre sur les décisions suffit à lui-même, hein. Il reprend pas mal d'études faites par Kahneman et Tversky, qui sont donc les auteurs de Système 1, Système 2. Et il explique finalement comment, en 4 étapes, on peut éviter les biais cognitifs les plus courants. Et je pense que tu te reconnaîtras beaucoup dans chacun des biais cognitifs qui ont été évoqués. Le but, c'est pas de te les détailler là, mais de te donner envie de lire ce bouquin. Personnellement, je me suis fait une petite checklist que je vais pouvoir utiliser, que j'ai d'ailleurs déjà utilisé pour certaines de mes décisions, et c'est quelque chose qui clarifie bien les esprits et qui me permettra, j'espère, de toujours prendre de meilleures décisions, notamment pour les objectifs liés au podcast, et c'est donc l'occasion de passer à la revue de la semaine écoulée. Alors le concept ici est très simple, je reprends la to-do de la semaine et je te partage mes avancées et tests pour développer le podcast. Premier constat sur cette revue de la semaine écoulée, c'est que on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et là c'était pas forcément faux en ce domaine. En tant que coach en productivité, je savais bien que le feedback c'était très important, que c'était important de se poser et de regarder en arrière sur ce qu'on avait fait, ce qui avait marché ou pas, et j'avais toujours eu un mal fou à le faire, et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que ça faisait un bon moment, là c'est la première fois depuis longtemps, que je refais cet exercice de me faire du feedback sur la semaine d'avant, et je trouve ça très, très intéressant, très positif. Ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qu'on a laissé de côté sur la to-do list. Alors là, ça va, j'ai eu 2 semaines pour faire le travail d'une semaine, donc je ne suis pas trop en retard, mais j'imagine que pour certaines des prochaines semaines, ça va me pousser à aller un petit peu plus au bout des choses, et surtout à avancer dans ma to-do plutôt que de faire des choses plus inutiles comme de la procrastination. Alors, pendant la semaine des vacances de Noël et pendant cette dernière semaine dans laquelle je travaillais donc, j'ai fait un brainstorming sur les meilleures idées pour faire croître le podcast. Ça, je t'en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Ensuite, j'ai donné une note à chacune des meilleures idées du brainstorming sur son efficacité et sur sa difficulté. Et donc, l'idée, évidemment, c'était de mettre en place celle qui serait le plus facile et en même temps le plus efficace. Donc pour ça, il suffit de faire une moyenne des 2 notes. Moi, j'ai pas été aussi systématique, j'ai simplement aussi essayé de combiner dans mon agenda ce qui pourrait rentrer, parce qu'évidemment, faire 2 ou 3 choses faciles qui ont de l'impact, ça prend moins de temps que de faire 1 ou 2 choses difficiles, même si elles ont tout autant d'impact. Donc voilà. Je vais du coup te détailler la stratégie qui pour l'instant se dessine par rapport au podcast. Pourquoi je dis pour l'instant ? Parce que la philosophie de la façon dont je me fixe les objectifs pour le moment, c'est de me baser uniquement sur les choses que je contrôle. Donc ça veut dire que je vais avoir des objectifs en termes de routine, en termes d'action, et pas nécessairement en termes de chiffres intermédiaires. Donc je vais pas me dire par exemple qu'il faut que mes posts LinkedIn fassent 10 000 impressions, je vais pas me dire que les podcasts dès le prochain épisode doivent faire 800 ou 1000 écoutes. On va rester très sur les choses que je contrôle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au fond, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de progresser, certes, dans le podcast, mais aussi de prendre un maximum de plaisir pour durer, parce que tu l'as compris, je l'ai dit déjà dans le dernier épisode, ce que je souhaite, c'est pas devenir un podcasteur à plein temps, même si on va parler de sponsors tout à l'heure et que ça permettra de gagner de l'argent. Mais ce que je veux, c'est que ce podcast soit ma façon de progresser en tant que family officer, et peut-être qu'un jour, le podcast, le family office s'arrêtera si je n'ai plus le temps de le faire. Donc voilà, le but, c'est de laisser la plus belle place à mon métier, à la progression, et puis surtout au plaisir, parce que un métier, notamment avec un métier d'expertise, comme family officer, eh bien ça nécessite des années et des années de travail pour pouvoir être bien maîtrisé. Et donc pour passer des années à travailler sur un sujet, je te le cache pas que je préfère le faire en prenant un maximum de plaisir, sinon je vais tout simplement abandonner avant d'avoir une réelle plus-value, une grande plus-value pour les clients. Donc voilà un petit peu la philosophie.
se baser pour l'instant uniquement sur des choses que je contrôle, qui, je le sais, ne me prennent pas trop de temps et me permettent notamment de poursuivre mes lectures philosophiques, on en parlera tout à l'heure. Donc, sans plus d'introduction, quels sont les éléments que j'ai retenus pour faire croître le podcast dans ce premier mois? Le but, c'est de faire uniquement ces actions-là le premier mois, de les mettre en place, de les transformer en routine, et puis derrière, de me faire un petit point pour voir si j'avance davantage. Donc ces actions sont, premièrement, faire 20 posts par mois sur LinkedIn avec différents niveaux de largeur. Alors pourquoi je te parle de largeur? C'est par rapport à la largeur de l'audience qu'ils pourront toucher. En effet, un post par exemple sur une revue de jurisprudence, c'est quelque chose de très étroit, de très spécialisé, parfait pour l'audience du podcast, et c'est un post qui fatalement fera moins d'audience qu'un post un petit peu plus large. J'avais fait récemment par exemple un post sur l'intelligence artificielle dans le métier de family officer, et ça avait forcément beaucoup plus intéressé parce que c'est un sujet très en vogue, mais le but pour moi ce n'est pas d'avoir une audience sur l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une audience sur la gestion de patrimoine, donc d'avoir des posts très spécialisés, ça permet de capter les bonnes personnes et de les garder, et puis d'avoir des posts un petit peu plus larges, et bien ça permet aussi de capter de nouvelles personnes, de partager à de nouvelles audiences, et donc potentiellement aussi de toucher de nouveaux professionnels de la gestion de patrimoine qui n'auraient pas encore été touchés par les posts un peu plus techniques. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont pas fans de droit tout simplement, qui l'aiment moins que moi et qui du coup n'ont pas envie de se farcir mes posts sur la jurisprudence, ce que je comprends tout à fait. Donc ces 20 posts par mois, ça commence dès la semaine prochaine, tu le verras dans la to-do et tu le verras surtout sur LinkedIn si tu me suis là-bas. C'est Lucien Roy, R-O-Y, et tu me trouveras facilement. Deuxième partie, le podcast 1000 écoutes à poursuivre, on y est, on est en plein dedans, et je trouve que ça me donne vraiment un gros fuel de motivation. Je suis hyper content du résultat, hyper content de me poser aussi comme ça en fin de semaine, le dimanche soir, pour faire un peu le point. Le troisième point, c'est téléphoner à mes auditeurs pour découvrir leurs attentes. Alors ça, je t'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Je ne l'ai pas encore fait. Je procrastine un peu dessus. C'est un peu compliqué entre le travail, mes autres activités, de trouver un créneau dans lequel j'ai du temps pour appeler des gens qui peuvent potentiellement être dispo et pas à 23h. Donc je traîne un peu, je me trouve des excuses comme tu le vois, mais je m'engage à en appeler au moins 2 d'ici le prochain épisode. J'ai une liste de quelques numéros que je vais donc contacter d'ici la fin de semaine prochaine. Le quatrième point, c'est de rentrer dans tous les top 10 de podcasts qui touchent de près ou de loin à la gestion de patrimoine, au droit, etc. Ça, je l'ai déjà fait récemment sur Village Justice, notamment. Donc je crois que c'était un top de podcasts destiné aux notaires. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui mange pas de pain. Le podcast est super, il n'y a que des retours incroyables, c'est un des plus gros podcasts, si ce n'est le plus gros sur le segment des professionnels de la gestion de fortune. Donc voilà, il n'y a pas de raison que je sois pas dans tous ces classements, notamment parce que beaucoup d'autres podcasts sont assez généralistes sur les aspects juridiques et beaucoup moins axés sur la gestion de fortune. C'est aussi pour ça que je suis le plus gros, parce qu'en fait je suis certainement l'un des seuls. Je connais pas réellement d'autres podcasts qui soient exactement sur la même cible d'audience que moi, et donc c'est important que je sois relié sur toutes ces plateformes pour pouvoir être découvert par de nouveaux auditeurs qui peut-être ne sont pas sur LinkedIn, qui sait, ça arrive encore pour les professionnels de gestion de fortune qui pourtant sont beaucoup sur LinkedIn. Ensuite, dernier élément, c'était d'améliorer le process du podcast, de mettre un peu d'huile dans tous les engrenages pour faciliter les choses et en particulier rendre les choses efficaces, parce que je fais tout ça en parallèle du reste et il faut quand même que je garde du temps pour moi, pour profiter de la vie parisienne et donc voilà, aller à des concerts, aller à des petites soirées, c'est quand même, ça fait partie de l'intérêt de vivre à Paris, et je sais pas si j'y habiterai toute ma vie, donc le but c'est que tant que j'y suis, j'en profite. Le process du podcast, donc j'ai redéfini le scope du podcast et commencer à compléter la liste des sujets que j'ai envie d'aborder dans les prochains épisodes. Je vais t'en parler juste après. Et puis, j'ai défini aussi que pour maintenant, chaque épisode, j'allais faire 4 posts de promotion. Aujourd'hui, j'en fais un seul, généralement. En gros, je dis, ça y est, le podcast est sorti, je te fais un petit teasing sur
sur l'épisode et on s'arrête là. Maintenant, je vais essayer de faire des posts un peu plus construits, un peu plus complets, un peu plus éditoriaux, c'est-à-dire qu'il y aura de la valeur dans le post directement et pas uniquement dans le podcast. Et donc ça devrait permettre à chacun des posts sur les interviews de faire un meilleur score en termes de visibilité, et donc de ramener plus d'auditeurs sur le podcast, et donc de nous rapprocher de ces 1000 écoutes. Et puis donc ce process, je l'ai aussi travaillé de façon un peu plus générale. Je ne vais pas tout te détailler, le but c'est pas de repasser, c'est pas que tu sois avec moi directement toute la semaine. Tout est maintenant défini, étape par étape, depuis l'envoi de l'invité, depuis la sélection donc de l'invité, jusqu'à la publication et à la promotion des épisodes. Ça c'est pour les épisodes classiques. Il y a bientôt un process qui sera en place pour notamment les sponsors. Donc ça va arriver très vite, mais de toute façon ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, il faut déjà en faire un petit peu de volume pour pouvoir créer un process après. Donc pour revenir sur le scope du podcast, parce que ça fait partie des grosses actions très très importantes et structurantes que j'ai mis en place ces dernières semaines, j'ai un peu réfléchi à ce que pourrait être le scope du podcast Le Family Office, et finalement il y a 4 sujets qui ressortent qui pourraient intéresser les professionnels de la gestion de fortune. Tout ça, tout ce que je te dis, c'est bien sûr sous réserve des appels que je vais bientôt passer avec des professionnels de la gestion de fortune, parce que évidemment, quand je vais les avoir au téléphone, peut-être qu'il y a certains trucs ils vont me dire que c'est pas pertinent, peut-être que je vais découvrir de nouveaux besoins, et auquel cas il faudra ajuster tout ça, mais en tout cas voilà l'état de la réflexion pour le moment. Donc dans le scope du podcast, de ce qui intéresse les professionnels de la gestion de fortune, d'abord la technique juridique, ensuite la technique financière, les différents soft skills qui peuvent être utiles pour nous, et ensuite la technologie, les différentes évolutions du métier. Ça j'ai vu notamment avec les posts sur ChatGPT que voilà, c'était quelque chose qui intéressait, qui intriguait un petit peu les gens de savoir finalement quel est le futur du métier, de s'y préparer. Donc finalement le choix pour moi c'était de savoir qu'est-ce que j'allais traiter dans le podcast Family Office, parce que évidemment je fais pour l'instant 2 épisodes par mois et je vais pas pouvoir passer ces 4 thèmes là, et par rapport à mon objectif personnel vis-à-vis du podcast, qui est donc d'avoir, on va dire, ma formation personnelle, ma formation continue dans le domaine de la gestion de fortune, j'ai décidé de m'axer sur les 2 premiers thèmes uniquement, donc la technique juridique et la technique financière, et pourquoi pas faire des hors-séries avec les autres aspects, notamment avec des sponsors. Donc là le but ce serait potentiellement de faire des petites séries sur les soft skills ou sur la techno qu'il est possible d'employer dans la gestion de fortune de haut niveau, et d'avoir des sponsors qui viennent nous parler de ça de façon hyper intéressante, hyper intégrée au contenu du podcast. Ça pourrait vraiment être cool, mais j'ai pas envie de faire d'épisodes de podcast spécifiques là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres endroits pour parler de ça, des podcasts sur la vente, des podcasts sur tous les soft skills, il y en a déjà des milliers, et puis des podcasts sur la tech, c'est un peu pareil, sur les fintech particulièrement, parce que c'est un truc vachement à la mode. Donc pour moi ce sera uniquement des hors-séries, et tout le reste sera focus sur la technique financière et juridique pour continuer ma progression. Maintenant, stratégie de promotion du podcast. Maintenant c'est clair, au moins c'est clair, c'est 20 posts par mois. Là tu vois, il n'y a pas plus clair, et ça fait plaisir d'avoir une façon aussi claire de faire les choses. J'ai un mois pour faire ça à 100%, et ensuite j'ajusterai en fonction des résultats, et ça ferait partie de ma to-do de la semaine prochaine d'ailleurs, c'est de me fixer un petit peu des métriques qui vont me permettre de savoir est-ce que c'est suffisant ou pas de faire ces 20 posts sur LinkedIn, ou est-ce qu'il faut que je passe aussi, que j'étoffe un petit peu la stratégie. Je t'en parlerai tout à l'heure. Et puis après la fin du mois de janvier, normalement je passerai à la réflexion plus soutenue sur les sponsors pour créer beaucoup de contenu intéressant. Là j'ai plein d'idées avec différents sponsors, différents partenaires qui pourraient apporter beaucoup sur le podcast, et auxquels le podcast pourrait également apporter beaucoup. L'objectif étant toujours d'être dans du 20-80, parce que je n'ai pas envie de passer toute ma semaine et tout mon week-end à faire le podcast. Le but c'est d'être le plus efficace possible, et pour l'instant ça fonctionne, donc on va essayer de continuer comme ça. Dans la rubrique des tests d'efficacité, donc pour être dans cette dynamique 20-80, j'ai utilisé des outils d'IA cette semaine. J'en ai testé quelques-uns pour faciliter la production de contenu, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, etc. pour créer du contenu. C'est vrai que c'est très efficace.
Et donc j'ai fait quelques tests d'outils spécialisés dans ce qu'on appelle le repurposing de podcast, donc en fait la réutilisation du contenu audio déjà enregistré pour d'autres contenus, et notamment pour les posts LinkedIn dont je te parle depuis le début de l'épisode. Donc la conclusion de mon test, pour te la donner dès le départ, c'est que finalement le meilleur hack, c'est pas un outil d'IA, c'est surtout de prendre du plaisir à créer les posts. Parce que là, je me suis rendu compte qu'avec ce défi 1000 écoutes, je prenais beaucoup plus de plaisir à créer les posts. Et je pense que ça a franchement augmenté la qualité des posts LinkedIn, et ça fait aussi qu'on s'en fout si ça marche ou pas, parce que là, franchement, je fais des posts que je prends énormément de plaisir à faire, des posts qui me font aussi beaucoup progresser. C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches, en plus de la lecture de certains articles et des arrêts, pour justement avoir un point de vue qui soit pertinent et éclairé sur le sujet. Et donc moi, ça me fait énormément progresser. Là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et donc très très positif par rapport à ça, même si l'IA m'apporte, et là avec ChatGPT j'ai quand même des prompts vraiment pas mal qui m'apportent une bonne aide sur la structuration du contenu pour aller un peu plus vite. Finalement c'est le plaisir, la passion qui font que je crée beaucoup plus, et je pense de meilleure qualité, parce que franchement l'IA toute seule aujourd'hui a encore un petit peu de mal, même si on lui donne des sources pertinentes, à créer des choses qui soient vraiment très très intéressantes et surtout très précises, parce que je pense que tout juriste le sait, on utilise quand même des tournures de phrases un peu compliquées, un peu bizarres, et l'IA parfois s'en mêle un petit peu les pinceaux avec ça. Maintenant, pour ce qui est plus spécifique du podcast, j'ai testé l'application qui s'appelle PodSqueeze. Squeeze, donc S-Q-U-2-E-Z-E, je crois. Attends, je vais vérifier sur l'ordinateur parce que je suis plus certain de comment ça s'écrit. Voici, c'est comme ça. Pod comme podcast et Squeeze, S-Q-U-E, enfin 2-E-Z-E. Donc PodSqueeze, beaucoup de promesses très prometteuses d'ailleurs, avec des dizaines de contenus qui seraient créés juste à partir d'un audio qu'on enverrait, autrement dit, le rêve de tout podcasteur, puisque ça te permettrait de juste créer ton épisode, en gros de faire ce que t'aimes, le podcast, et de pas avoir à te faire chier avec tout le reste, c'est-à-dire toute la promotion. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il y en a beaucoup qui sont hyper lacunaires, qui font vraiment du travail de merde, pour ainsi dire. Donc finalement, dans toutes ces features, je vais peut-être te dire un peu plus tout ce qui est proposé pour un seul épisode. En gros, tu uploads ton audio. Ensuite, il te crée automatiquement une transcription, des notes de podcast, mais les notes sont pourries. Il te fait des timestamps. Ça, les timestamps, c'est vraiment bien. Je sais pas s'ils vont marcher, parce que après, tu sais, normalement, ça te fait un chapitrage sur YouTube et sur les applications de podcast, donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, si ça fonctionne, c'est vraiment top. Et les timestamps sont assez pertinents. Ils tombent au bon moment, ça fait des sections intéressantes, et moi, ça m'aide derrière pour créer les articles et les posts LinkedIn sur le podcast, parce que ça me donne un peu toutes les thématiques du podcast, ça me fait une sorte de résumé de tous les thèmes, et donc ça me permet de détecter lesquels sont intéressants. Il te fait des propositions de titres qui sont pas terribles, il te fait des propositions de mots-clés qui servent à rien, il te fait une proposition de blog post qui n'est pas terrible, il te fait une proposition de newsletter qui n'a aucune personnalité, ensuite post LinkedIn, c'est pas terrible non plus. Des tweets, j'ai pas Twitter. Les quotes, ça c'est intéressant, il te fait des petites citations du podcast. Ça, encore une fois, c'est une bonne ressource qui peut te permettre de, d'avoir de l'inspiration tout simplement pour faire des posts, parce que là, je te l'ai dit, je vais faire 4 posts par épisode pour les promouvoir, et faire 4 posts sur le même épisode de podcast, sur un podcast de 30 minutes, faire 4 posts différents, c'est pas forcément évident. Et puis en dernier, il fait un truc qui s'appelle Bullet Point, et franchement, je comprends pas trop ce que c'est. Ça pourrait être une sorte de liste de thématiques dans l'épisode, mais bon bref, c'est pas hyper performant. Néanmoins, malgré tout ça, en fait, il y a 2 choses qui sont utiles. C'est, comme je te l'ai dit, les chapitrages, donc les timestamps et la transcription intégrale. Même si la détection des speakers est complètement nulle, en fait, ils n'arrivent pas à distinguer
qui parle quand, il n'utilise pas le timbre de la voix, mais il utilise la structure des phrases. Donc quand un invité pose une question rhétorique, qui dit par exemple qu'est-ce qu'on pourrait penser de ça ? Eh bien je pense qu'on pourrait penser tel truc. Dès qu'il pose ce genre de question rhétorique, il a l'impression que c'est moi qui pose la question, donc ça change de speaker. Enfin bref, ça n'a aucun sens, mais au moins tu as la transcription, même si les speakers sont pas les bons, c'est pas très grave. Moi ça me donne en tout cas de la matière première, déjà grâce au timestamp et au chapitrage, donc pour créer les posts, et puis ensuite la transcription intégrale me permet aussi d'alimenter les prompts ChatGPT pour pouvoir bien accélérer mes process de création, et donc pour ça c'est vraiment très intéressant. J'invite tous les créateurs et tous ceux qui ont envie d'être présents sur les réseaux à utiliser ChatGPT, puisque quand même ça permet une véritable accélération du process de création, et parce que un post écrit intégralement avec le fait de penser la structure, etc., ça prend quand même vraiment un bon bout de temps, surtout si on veut qu'il soit qualitatif. Avec l'IA, on va quand même beaucoup plus rapidement. Je dirais que ça divise par 4 ou 5 le temps nécessaire pour faire un post à qualité équivalente. Dernier élément, un petit bonus, une IA pour améliorer la qualité des images, parce que c'est vrai que pour faire les miniatures des podcasts, je prends le parti de créer le moins de friction possible pour les invités, donc j'ai pas envie de les prendre en photo. Je prends un screenshot de la vidéo et je le mets tout simplement sur la miniature du podcast. Le problème, c'est que c'est pas forcément de super qualité, parfois la lumière est pas top, et donc ça rend pas terrible pour faire une miniature qui est quand même l'encart publicitaire qui va permettre aux gens de vouloir regarder l'épisode. Donc c'est un peu la merde, et par contre il y a des IA maintenant qui permettent d'améliorer la qualité d'une image. Alors ces IA sont pas forcément hyper performantes, ça fait une image un peu plus fake, un peu moins sincère, mais ça fait le taf quand même. C'est mieux d'avoir ça qu'une image complètement dégueulasse. Donc là, l'outil que j'ai utilisé, j'en ai testé quelques-uns là sur internet, vraiment en me foulant pas trop pour les recherches, c'est imglarger.com. Donc voilà, un nom très très clair, et en tout cas assez efficace, c'est pas mal. Je l'ai utilisé pour notamment les interviews de Pierre Sénac, donc tu pourras aller regarder sur la miniature. Comme la lumière est un petit peu basse parce qu'on a tourné assez tard, j'avais un petit peu de bruit dans l'image, et donc là au moins ça corrige un petit peu tout ça. Test de la semaine. Le test de la semaine pour gagner en clarté, je t'en ai parlé tout à l'heure, je t'avais fait un petit, comment on dit, pas un spoiler, mais un petit sneak peek, quoi, un petit moment de suspense. Je perds mes mots. Il est temps de terminer ce podcast et de retourner travailler, parce que c'est vrai que tant qu'on constate ces accomplissements et qu'on parle de la suite, on n'est toujours pas en train de bosser, il faut pas l'oublier. Test de la semaine pour gagner en clarté, je t'en avais parlé, c'était écouter des vidéos en vitesse x1 toute la semaine et limiter ma consommation de contenu. Alors ça a plus ou moins fonctionné, je vais te décomposer le truc en deux. Premièrement, écouter en vitesse x1. Alors, quand je dis écouter en vitesse x1, ça veut dire écouter les orateurs à la vitesse à laquelle ils ont fait l'enregistrement. C'est finalement comme écouter la télé en direct. Personnellement, ça fait plusieurs années que je n'écoute quasiment plus rien dans x1, parce que finalement, avec un petit peu d'habitude, on peut tout écouter en vitesse accélérée. Donc moi j'écoute souvent en vitesse x2, voire un peu plus si c'est possible. Ça permet d'écouter finalement plus de contenu en moins de temps, et on a l'impression de gagner du temps. Néanmoins, ça a ses défauts. Premièrement, ça a ses défauts parce que pour les contenus qui demandent un peu de réflexion pour être implémentés, qui demandent un petit peu à gamberger en même temps qu'on écoute, c'est moins riche, parce que finalement on va retenir beaucoup moins de choses, on va plutôt retenir de l'information pure. Alors pour les podcasts d'information pure qui sont pas forcément extrêmement denses, c'est bien. Par contre, pour tout ce qui est un peu plus réflexif, notamment je te disais que je commençais à me passionner pour la philosophie, là on passe un peu à côté des choses. Donc le x1 pour ça est très bien. Deuxième chose, ça permet de faire un tri. Parce que quand on écoute en x1, on écoute moins de choses, et ça c'est positif aussi, parce qu'on est quand même dans un moment historique où on est bombardé de contenu dans tous les sens. Notre téléphone, il veut qu'on lise 12 000 articles, on a toutes les news professionnelles, toutes les news perso, toutes les news de guerre à droite à gauche qui nous arrivent avec des images toujours plus choquantes. C'est quand même compliqué de calmer un peu tout ça.
et de voir un peu plus à long terme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la section dans ce podcast sur les lectures de la semaine pour prendre un petit peu de recul. Ça me permet aussi de moi-même de m'obliger à ne pas trop être dans ce flux d'informations continu. Et du coup, ça, c'est ce qui est très bien, c'est que le x1, ça t'oblige à trier. Et ce qui est positif aussi, c'est que moi, quand j'écoute en x2, en plus en sautant un peu des passages un peu lents, j'ai l'impression de gagner du temps. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un truc où j'optimise, où je suis vachement smart et tout ça, alors qu'en réalité, je gagnerais plus de temps à ne simplement pas écouter des vidéos de merde. Ça, ce serait quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, le fait d'écouter en x1, ça me fait me rendre compte de ça, et ça me fait mieux trier les contenus que j'écoute, et donc finalement, c'est un petit peu comme un régime, sauf que là, c'est pas de l'alimentation physique, c'est de l'alimentation informationnelle. Donc voilà, j'ai pas totalement tenu le défi, pour être tout à fait transparent. J'ai quand même écouté des vidéos en x2. C'est des vidéos simplement qui étaient juste pas assez denses, quoi. Il y a quand même beaucoup de podcasts, de vidéos qui sont des discussions qui peuvent être intéressantes, mais qui, écoutées en x1, sont tout bonnement insupportables pour moi. Donc là, je les ai écoutées en x2. J'essaierai de le faire de moins en moins pour quand même avoir cette sélection de contenu qui soit plus exigeante et à être un peu en diète par rapport au contenu. Donc ça, c'est la partie mitigée. La partie beaucoup plus positive, c'est la limitation de la consommation de contenu, parce qu'en plus de mettre en x1, j'ai décidé de limiter la consommation. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, un petit peu sur une pente glissante, on va dire, je regardais 2-3 vidéos YouTube un peu entre deux tâches quand j'étais en train de travailler pour moi, donc le week-end sur le podcast. Et ça me plaît pas, parce que tout simplement, quand on se met à perdre 15 minutes entre chaque tâche, on finit par moins travailler que regarder des vidéos. Donc ça crée des journées assez frustrantes dans lesquelles on n'avance pas, et qui sont simplement pas plaisantes. Donc l'idée pour moi, c'est de ne consommer du contenu que quand je suis en train de faire autre chose. Ça peut être la vaisselle, ça peut être les courses, ça peut être quand je suis en vélo. J'ai une petite enceinte qui me permet d'écouter des podcasts. Je vous rassure, ce ne sont pas les écouteurs qui, pour votre gouverne, sont interdits à vélo et qui vous vaudront une amende, je crois, de 135 €. Et en même temps, avoir des écouteurs à vélo, c'est quand même un petit peu dangereux. Mais pour revenir au fond, donc je n'écoute plus de contenu en dehors de ces moments où de toute façon je ne fais rien. Je ne fais rien d'autre que conduire, ou je ne fais rien d'autre que la vaisselle ou le repassage, qui m'attend d'ailleurs après cet épisode. Et puis ensuite, j'ai 2 heures le week-end pour écouter d'autres choses, parce que tout simplement il y a des vidéos qui m'intéressent quand même, et que j'ai envie de pouvoir regarder, parce qu'il y a certaines vidéos tout simplement qui se prêtent moins au format audio uniquement. Et le fait d'avoir uniquement 2 heures pour ça, c'est un avantage, comme je le disais tout à l'heure, en termes de tri, parce qu'évidemment en 2 heures, en vitesse x1, on ne peut pas écouter des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc ça, c'était positif. J'ai pas totalement réussi à me limiter comme ça, mais on va dire que c'est réussi à 80-90%, parce que j'ai quand même largement diminué cette consommation. Je vais donc reconduire l'expérience la semaine prochaine. Je t'en ferai un débrief un peu plus bref, parce que là, je t'ai déjà dit pas mal de trucs, donc j'ai pas besoin de me répéter toutes les semaines. J'espère qu'on gagnera en efficacité. Ça fait déjà quasiment 50 minutes que le podcast a commencé. C'est un petit peu trop, je trouve, par rapport au contenu, et donc par rapport à la densité dont je parlais tout à l'heure. Toujours est-il qu'on arrive à la dernière section, la section la plus intéressante, certainement pour moi, en tout cas la plus engageante, c'est la section de la to-do de la semaine prochaine. Le but de cette section, c'est que tu es dans le cockpit du podcast, et tu vois tout ce que je fais. Premièrement, donc là je vais te faire la bullet list, on va dire, hein, de la to-do. Je vais pas tout te détailler, sinon ça va être insupportablement long. L'idée, c'est d'être sur l'essentiel. D'abord, j'ai fait donc au départ de ce défi 1000 écoutes l'hypothèse que ma stratégie LinkedIn allait fonctionner, et je t'ai dit que j'allais évaluer ça dans un mois, et qu'il fallait que je trouve des chiffres pour évaluer si ça a marché ou pas. Donc l'idée, c'est de me poser la question, d'avoir un chiffre qui me permette de me dire, est-ce que dans un mois je dois faire plus d'efforts sur la promotion du podcast, en peut-être ajoutant des piliers de contenu, en faisant différemment les choses, en améliorant la formulation de mes posts LinkedIn. Est-ce que j'ai besoin de compléter ma stratégie ou pas ? Est-ce que la stratégie que j'ai aujourd'hui est suffisante pour la croissance du podcast que je souhaite,
ou pas. Et donc pour ça il me faut une métrique, et donc je vais la définir la semaine prochaine. Je pense que ce sera un mix entre les visites sur le site lefamilyoffice.com et les écoutes générées par le podcast. Tout simplement parce que je vais essayer au maximum sur les posts LinkedIn de mettre un lien vers un épisode du podcast. Donc ça se verra soit en visite sur le site, soit directement dans les vues, que ce soit YouTube ou dans les téléchargements du podcast. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment être attentif. Et définir un petit peu ce chiffre pour voir qu'est-ce qui me dit que je suis sur la bonne trajectoire. Ensuite, lecture philosophique, me libérer au moins 3 ou 4 heures la semaine prochaine pour ça. Normalement, c'est bon. J'ai fait en sorte d'avoir des soirées de libre. C'est vrai que c'est un des enjeux pour non seulement être en forme, mais en plus avoir du temps pour lire et se renseigner et se cultiver. Troisième chose, appeler 2 abonnés du podcast. Donc ça, je t'en ai déjà parlé. Je me suis engagé à le faire auprès de toi au début de l'épisode, donc je vais le faire. 4e tâche, limiter la consommation de contenu plus vitesse x1. Ça, je t'en ai déjà parlé, mais là, je suis dans ma to-do réelle. 5e tâche, c'est de définir mon process d'épargne et d'investissement. Ça, c'est un peu extérieur au podcast, mais je m'étais promis de le mettre en place après mon arrivée chez Ivesta. Je m'étais promis de mettre en place ce process pour investir mes propres économies. Maintenant que je suis un petit peu plus renseigné sur comment on investit, il y a des millions, peut-être que je peux investir quelques milliers d'euros. Donc là, ça fait quelques semaines que je repousse un peu ce truc parce que j'ai toujours plein d'autres choses à faire, mais il va être temps de s'y mettre, il va être temps de le faire et de ne pas être un cordonnier mal chaussé parce que c'est quand même un peu la malédiction de tout le monde. Tâche suivante, relancer les invités pour janvier. J'ai des invités qui étaient dans le pipe et qui m'ont soit répondu qu'ils n'étaient pas dispo avant janvier, soit ils m'ont pas répondu. Donc là, je vais me mettre à les relancer pour tout simplement pour continuer à avoir un flux d'invités. C'est un petit peu une complexité du podcast. Si tu veux, on pourra en parler si ça t'intéresse. Encore une fois, je te rappelle que tu peux me poser tes questions. Pour ça, la façon la plus simple, c'est de me contacter, c'est soit sur LinkedIn, soit tu t'abonnes à la newsletter sur le-family-office.com et tu réponds à l'adresse mail qui va t'envoyer le premier mail pour m'envoyer ta question. Je fais ça tout simplement pour éviter d'être trop spammé. Le formulaire de contact du site, le Family Office existe, mais il est tellement spammé que je pense que je vais le retirer. Donc tu fais comme ça marche très bien. En tout cas, c'est un des sujets compliqués, c'est d'avoir toujours un flux d'invités qui soit à peu près constant et pas trop important non plus, parce que ça sert à rien d'avoir 10 interviews d'avance, même si c'est confortable d'en avoir quelques-unes d'avance. Là j'en ai 3 ou 4 d'avance. Mais voilà, ça sert à rien d'être trop en avance et c'est même contre-productif, mais il faut quand même toujours avoir des invités dans le pipe, des gens avec qui on est en contact, qui vont potentiellement à un moment répondre positivement à l'invitation et donc ça c'est très important. J'aurai aussi très prochainement une interview sponsorisée à réaliser, premier sponsor du podcast qui a été signé en fin d'année dernière et donc ça ce sera vraiment génial de le faire. J'ai très hâte, un peu la pression aussi pour permettre que ce partenariat soit aussi bénéfique que possible à mon invité. En dernier lieu, 5 posts à faire donc sur LinkedIn, parce que je t'ai dit 20 posts par mois, ça fait à peu près 5 par semaine, donc 1 par jour ouvré, donc du lundi au vendredi, cette semaine, il y aura 1 post par jour. Il y en a d'ailleurs un qui devra être issu de ce podcast, et il faudra donc que je l'écrive d'ici les prochains jours. Ensuite, j'ai quelques mails envoyés pour relancer des sponsors. J'ai aussi un des épisodes à envoyer, dont il faut que je fasse la post-production. C'est très rare que je propose aux invités de relire les épisodes, mais il y en a certains, notamment dans les grandes institutions, qui ont des services conformité et pour lesquels on ne peut pas couper au fait de les faire écouter l'épisode. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas faire, mais que je suis obligé de faire pour avoir certains invités. Et malheureusement pour cet invité-là, la vidéo n'est pas exploitable en raison de la vitesse de clignotement de la lumière. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en faisant des vidéos, c'est qu'en fait toutes les lumières, comme on est en courant alternatif, clignotent. Et si elles clignotent suffisamment vite, ça ne se voit pas, non seulement à l'œil nu, mais pas non plus pour les caméras. Mais si elles clignotent un petit peu moins rapidement, les caméras voient un sentiment absolument affreux sur l'image. Tu peux regarder, je pense, sur internet, tu dois pouvoir trouver des vidéos qui te montrent un peu comment c'est vraiment affreux.
Donc je vais pas pouvoir poster la vidéo, ça me gêne un petit peu, mais en tout cas c'est le mieux que je puisse faire, c'est de poster au moins l'audio et donc de leur envoyer ça pour qu'ils puissent le valider, je l'espère, avec leur service conformité. En plus c'est une boîte très discrète qui ne communique quasiment jamais, donc j'espère que ça va passer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour la to-do de la semaine. Je vais maintenant m'y remettre. Je t'invite aussi à te remettre au travail ou à lire un bon bouquin pour prendre du recul en ces temps agités. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast pour le prochain épisode de 1000 écoutes.